Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition de ce mercredi 22 octobre 2025. Première séance publique de la deuxième session ordinaire 2025 pour les représentants de l'Assemblée nationale. Et l'Afrique plaide à Washington pour un moratoire sur la dette et des financements plus flexibles face à une crise de développement persistante. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a présidé aujourd'hui la première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des parlementaires. En ouverture des séances, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations et a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen et l'adoption des 3 projets de loi. Projet de loi numéro 183, ratification du statut du centre de travail de l'Organisation de la coopération islamique. Projet de loi numéro 184, approbation des comptes financiers de la Caisse militaire des retraites. Et projet de loi numéro 186, adoption des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2024. Au cours de cette séance, des députés ont interpellé l'exécutif sur des préoccupations relatives à la situation des travailleurs du transport privé ainsi qu'à la gouvernance et au contrôle interne des opérations techniques du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement dans l'exécution de ses missions de service public. Et à l'issue des votes, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta a annoncé que la prochaine séance publique se tiendra le dimanche 26 octobre prochain et sera spécifiquement consacrée à l'examen et au vote de la révision de la Constitution. À ce titre, il a précisé que le quorum, la majorité requise et les modalités de vote applicables à cette séance obéissent à des exigences juridiques impératives dont le respect conditionne la régularité du processus législatif. Dileta Mohamed a en outre souligné la portée historique et normative de cette révision constitutionnelle, laquelle constitue un moment de refondation juridique et institutionnelle dans la trajectoire républicaine du pays. Il a invité l'ensemble des parlementaires et des membres du gouvernement à faire preuve d'une implication exemplaire et d'une disponibilité afin d'accompagner ce tournant majeur de la vie constitutionnelle nationale qu'il a qualifié de moment contemporain de premier plan dans l'histoire politique et institutionnelle de la République de Djibouti. Suivons à présent le mot d'ouverture de la séance prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Ministre, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cette première séance publique de la deuxième session ordinaire 2025. La plénière de ce mercredi 22 octobre comporte 3 projets de loi, dont 2 portent sur la réduction des comptes établissements publics et l'un concerne la ratification. Concrètement, l'ordre du jour est la suivante. En premier lieu, le projet de loi 183 AN25 9e législature portant ratification du statut du centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Deuxième projet de loi 186 AN24 9e législature portant approbation des comptes financiers des laboratoires central des bâtiments de l'équipement LCBE pour l'exercice 2024. Troisième projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite, CMR, pour l'exercice 2024. Et les parlementaires donc ont interpellé l'exécutif sur les différents projets de loi à l'ordre du jour de cette séance. Regardez. La question s'adresse au ministre du Travail. Qu'en est-il des syndicats djiboutiens? Parce que pour que les travailleurs djiboutiens soient bien défendus par rapport aux employeurs, nous avons remarqué que depuis un certain temps, les syndicats djiboutiens ont pratiquement disparu ou un état assez vétuste.
Pourquoi ne pensez-vous pas renforcer les syndicats pour qu'ils puissent mieux défendre et vous aider dans le cadre de la formalisation pour que les conventions collectives et spécifiques par corps de métier puissent être élaborées et ainsi formaliser beaucoup d'emplois qui existent et qui sont dans le secteur informel. Je m'explique. Il y a des métiers à Djibouti tels que le chauffeur de bus, les gens qui servent de couche-bey, ce que nous appelons aujourd'hui. Ces employés ne sont pas regroupés dans des corps ou dans des syndicats. Merci. De manière où les professions de chauffeurs ou autres en général sont inclus dans ce syndicat. Je n'ai pas entendu que telle profession ne figure pas dans tel ou tel syndicat. Par contre, le travail des chauffeurs, des bus ou autres, ce sont des travails privés. Ce n'est pas public. Donc l'État ne peut pas agir. Elle peut agir si il y a simplement des problèmes au sein de la fluidité de la circulation des véhicules. C'est ce qui est actuellement en cours d'étude, c'est comment effectivement fluidifier la circulation dans les pays, dans la ville de Djibouti surtout. Mais au niveau de la profession, on n'intervient pas puisque c'est dans un contexte totalement privé. Les bus appartiennent à des privés, les taxis appartiennent à des privés. Nous n'avons pas à intervenir dans cette, disons, dans cette profession, sauf quand il y a des votes qui va prendre la tête de ce syndicat. Effectivement, le ministère du Travail désigne des délégués de son département pour que le vote se déroule correctement. Et poursuivant, les honorables parlementaires ont également demandé des éclaircissements ou des précisions aux membres du gouvernement sur les autres questions ou projets de loi qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Djibouti, comme vous le savez, nous sommes dans un pays sismique. Pourquoi ne pas utiliser notre propre laboratoire, notre propre technicien pour contrôler les équipements que l'État construise ou même privés? Ma question est, pourquoi la direction de l'habitat, lorsqu'ils attribuent un terrain, ou bien la direction des domaines, pourquoi ils n'utilisent pas la technicité de notre laboratoire? Le laboratoire contrôle la qualité des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'avant toute construction, vous passez au laboratoire et les matériaux qui doivent rentrer dans la construction doivent passer par le laboratoire. Une fois que vous obtenez cette conformité, c'est fini, ce n'est plus le laboratoire, c'est le ministère de la Ville, le DHU, qui contrôle la construction pour savoir d'abord si vous n'empiétez pas sur des domaines publics, des domaines privés, ou si vous êtes en train de construire R+1 alors que vous avez marqué rez-de-chaussée. Voilà donc en quelque sorte. Mais ici, il est question de la qualité des matériaux qui va rentrer dans la construction. Et à l'issue de cette séance, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a prononcé le discours de clôture. On l'écoute. Je rappelle à toute fin utile que dimanche 26 octobre prochain, date de la séance publique sur la révision partielle de la Constitution, le débat, le quorum et la majorité des votes sont particuliers, comme le détaille le règlement intérieur. Par ailleurs, la solennité de l'événement, la portée significative de l'initiative de la révision requiert de tous, députés comme membres du gouvernement, de faire preuve davantage de disponibilité pour accompagner ce tournant contemporain de premier plan et pour impulser un élan majeur au cours de l'histoire de notre nation.
Je vous remercie de votre aimable attention. Sur ce, la séance de la deuxième session est clos. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui indique, je cite, « Suite au grave accident causé par la collision entre deux trains à Chinilé en Éthiopie survenu dans la journée d'hier, notamment le 21 octobre 2025, et ayant malheureusement causé le décès de 15 personnes et fait 29 blessés, le gouvernement et le peuple djiboutien adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti exprime toute sa solidarité et sa sympathie au gouvernement et au peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie dans cette douloureuse épreuve. Fin du communiqué. Dans le cadre de sa première visite officielle en République de Djibouti, Cheikh Mokhtar Robo Ali, ministre des Affaires religieuses et des Waqf de la République fédérale de Somalie, a effectué une visite au Diwan al-Zakat, troisième étape de son programme officiel dans le pays. À son arrivée au siège de la fondation, il a été accueilli par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, accompagné de son secrétaire général, du directeur général de Diwan al-Zakat, ainsi que de plusieurs hauts responsables du ministère. Le ministre djiboutien des Affaires musulmanes a souhaité la bienvenue à son homologue somalien et à sa délégation en affirmant l'importance de cette visite. Et le directeur général de la fondation de Diwan al-Zakat a présenté durant la réunion un exposé détaillé sur la création de cette institution nationale fondée en 2004 à l'initiative du président Ismaël Omar Guelleh, dans le but d'établir un système institutionnel moderne pour la gestion de la zakat ou de l'aumône et d'en faire un instrument efficace de solidarité sociale et de développement durable. L'exposé a également mis en lumière les principaux axes d'action du Diwan, notamment en ce qui concerne l'évolution des revenus de la zakat depuis 2005, ainsi que le programme de parrainage des orphelins lancé par le président de la République en 2007, ainsi que le financement de petits projets générateurs de revenus visant à autonomiser économiquement et socialement les groupes vulnérables. Et au cours de cette réunion, le ministre somalien et la délégation qui l'accompagnait ont pris connaissance de l'expérience exemplaire de Djibouti en matière de gestion institutionnelle de la zakat, conciliant les principes de la charia islamique et les exigences du développement moderne. Dans l'actualité, toujours, la troisième conférence ministérielle de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre présidée par Djibouti s'est ouverte hier à Nairobi, au Kenya. Djibouti réaffirme son engagement régional pour une migration de travail sûre, humaine et régulée. Djibouti a activement participé à la troisième conférence ministérielle de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre qui s'est tenue du 20 au 22 octobre à Nairobi, au Kenya. Placée sous le thème améliorer la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d'œuvre pour la prospérité, cette conférence régionale de haut niveau a réuni les représentants des États membres de l'IGAD et des partenaires sociaux, des organisations syndicales et patronales, ainsi que des institutions régionales et internationales. Il est l'heure après prière d'Al-As, nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à Nairobi, au Kenya, où la troisième conférence ministérielle de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre a eu lieu et auquel Djibouti a participé. Et durant cette troisième conférence, le directeur de la santé et développement social de l'IGAD, ambassadeur Moussa Ali Megag, a dans son discours indiqué qu'une gouvernance solide de la migration de travail peut générer du travail décent, favoriser la paix et renforcer l'intégration régionale. Trois axes prioritaires, selon lui, ont été au cœur des échanges lors des travaux de la conférence. Le suivi des engagements de la déclaration de Djibouti sur le travail, l'emploi et la migration, la réponse régionale à la crise migratoire irrégulière sur la route de la mer Rouge et l'initiative de visa unique IGAD destinée à faciliter l'intégration économique, le commerce, le tourisme et la mobilité professionnelle au sein de la région. Il a conclu ses propos en indiquant que ce projet marquait une nouvelle étape dans la mise en œuvre du protocole de libre circulation de l'IGAD, un instrument essentiel pour encadrer la mobilité intra-régionale et promouvoir une migration régulée, digne et bénéfique. Et Suleiman Moumin Roblé a
de son côté, insisté sur l'importance d'une coopération régionale renforcée en matière de mobilité de la main-d'œuvre. La mobilité régionale n'est pas une menace, a-t-il indiqué, mais un moteur de développement partagé. Grâce au protocole de libre circulation de l'IGAD, nous construisons, a-t-il indiqué, un avenir où les frontières unissent nos populations et nos économies. Poursuivant ses propos, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a loué le modèle de Djibouti comme acteur moteur de l'intégration régionale. La ville de Dobok a vibré au rythme du lancement de la semaine nationale du sport et santé pour tous, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère de la Santé. Cette semaine de sensibilisation et de promotion de l'activité physique et de la santé se déroulera du 19 au 23 octobre prochain. La cérémonie de lancement a eu lieu devant la préfecture d'Obok avec un départ donné pour une marche sportive qui a conduit les participants jusqu'au lycée technique d'Obok. Les autorités de la région, les enseignants, les élèves et les sportifs en général ont été nombreux à participer à cette marche pour promouvoir l'importance de l'activité physique pour la santé. Et à l'occasion de cette cérémonie, des matériels sportifs composés de ballons, de trophées ont été remis aux établissements scolaires du chef-lieu pour encourager la pratique sportive et promouvoir l'activité physique chez les élèves. La Semaine nationale de sport et santé pour tous, lancée au niveau national, a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de l'activité physique et sportive pour la santé et le bien-être. Elle vise également à promouvoir les activités sportives et à encourager les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif. C'est des mots qui renforcent un lien très profond et essentiel. Car sans la santé, il n'y a pas de vie. Et sans activité physique, il est difficile de préserver cette santé. Le sport, c'est un pilier de la santé. Faire du sport, ce n'est pas seulement transpirer ou se fatiguer, c'est avant tout prendre soin de son corps. L'activité physique régulière permet de renforcer le cœur, améliorer la respiration, de réguler les poids et prévenir de nombreuses maladies comme le diabète. Des débats sur le sport et la santé, les gens les plus âgés, maintenant, quand ils sont quand ils ont de l'âge avancé, ils comprennent l'importance de la santé. Mais les enfants qui sont très petits, il faut qu'on les explique. Et cette semaine, c'était choisi par le ministère de l'Éducation nationale. Et écoutons également l'intervention de l'inspecteur régional qui est intervenu à la tribune de cette cérémonie. Par le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé, pour promouvoir la pratique des activités physiques et sportives. Comme vous le savez, le sport est un pilier essentiel pour améliorer le bien-être physique, moral et social. À ce titre, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ont décidé de sensibiliser toute la population djiboutienne, en particulier les jeunes, de l'enseignement moyen, des lycées, mais aussi toute la communauté, les adultes, les parents, les enseignants, le personnel de la santé. Donc tout ce monde a pratiqué les activités physiques. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le sport est le meilleur moyen pour prévenir de nombreuses maladies, telles que, comme vous le savez, le diabète, l'hypertension. Mais durant cette semaine, je voudrais dire aussi que le sport est un besoin physiologique. En tant qu'éducateur, en tant que parents, nous devons encourager, non seulement encourager, mais donner les moyens aux jeunes de pratiquer le sport. Donc, durant cette semaine, il y aura beaucoup d'activités. Il y aura également des activités de sensibilisation qui seront menées par l'équipe médicale des spécialistes de la santé dans le domaine de la santé et du sport. Et finalement, il y aura des visites médicales dans les établissements du collège et des lycées,
des visites médicales pour détecter des enfants qui ont des problèmes de vision, des problèmes de surdité ou des problèmes mentaux. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Et écoutons également l'intervention du préfet de la région d'Obok qui a également rappelé l'importance de la pratique du sport et l'importance de cette journée en général. Avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole ce matin pour ouvrir cette belle semaine placée sous le signe de la santé, du sport et du vivre ensemble. Cette marche n'est pas seulement une activité physique, c'est aussi un message fort, celui d'une population qui choisit le mouvement, la vitalité et l'unité. Le sport est l'un des plus beaux cadeaux que l'être humain puisse offrir. Il est synonyme d'énergie, de discipline et d'équilibre. Il nous apprend à dépasser nos limites, à préserver et à croire en nos capacités. En pratiquant une activité physique régulière, nous entretenons notre corps, nous préservons notre santé et nous offrons à notre esprit un moment de paix et d'harmonie. Bouger, c'est se respecter. C'est faire le choix de la prévention plutôt que de la guérison. Mais au-delà de la santé, le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale. Il rassemble les générations, unit les différences et renforce le tissu social de notre région. Sur un terrain, dans la rue ou lors d'une marche comme celle-ci, il n'y a ni statut, ni frontières. Il n'y a que des femmes et des hommes unis par la passion du mouvement et le goût de l'effort collectif. Je voudrais aussi adresser un message à notre jeunesse d'Obok, pleine de talent et de potentialité. Choisissez le sport plutôt que la distraction des écrans. Choisissez l'action, la camaraderie et le dépassement de soi. Le sport, c'est l'école de la vie. Il forge le caractère, apprend le respect et ouvre les portes de la réussite. À travers des initiatives comme celle d'aujourd'hui, nous bâtissons une société plus forte, plus unie et plus consciente de l'importance du bien-être. Alors, marchons avec fierté, marchons pour notre santé, pour notre jeunesse et pour l'avenir d'une Obok dynamique et exemplaire. Enfin, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Les agents, les encadreurs, les associations, les enseignants et l'ensemble des participants. Votre engagement témoigne de votre amour pour cette belle région et de votre volonté de la voir grandir dans la santé et la solidarité. Je déclare la semaine intitulée Sport et Santé ouverte. La cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement de la voie reliant le village de Holhol et la nouvelle gare ferroviaire s'est tenue hier dans la sous-préfecture de Holhol. L'événement a été coprésidé par le directeur général de l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social, communément appelée Aroulos, du président du conseil régional et du sous-préfet de Holhol, en présence des sages, notables et habitants du village. Les travaux consistent en l'aménagement d'une voie circulable d'une longueur totale d'1,8 km et d'une largeur de 10 mètres. La réalisation de cette nouvelle voie de circulation offrira des opportunités d'emploi pour les jeunes, notamment en assurant la desserte entre le village et la gare. Ce projet répond à une demande forte des habitants qui ont exprimé le besoin d'améliorer la liaison entre le village et la gare, actuellement située à l'écart du village. L'aménagement de cette voie de circulation facilitera non seulement le transport des passagers, mais aussi l'approvisionnement du village en biens essentiels, tout en stimulant le développement socio-économique local. Outre les travaux de voirie, l'agence Aroulos finance également l'électrification des forages d'eau afin d'améliorer l'accès à l'eau potable dans le village. Ces travaux sont conduits en collaboration avec l'électricité de Djibouti et la direction de l'hydraulique rurale. Et pour plus de précisions concernant ces travaux, écoutons les explications du directeur général de l'agence Aroulos. Du programme de réhabilitation des villes urbaines, nous avons procédé ce matin au démarrage ou au lancement des premiers travaux. Une voie qui va connecter la gare routière de Holhol vers l'ancien village de Holhol.
L'idée, c'est de transformer les villes urbaines, notamment le village de Holhol, et nous avons répondu aux besoins des familles qui habitent dans ces localités. Dans le cadre de ce programme, qui est initié par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, et sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Urbanisme, conduite par Madame la ministre Amina Abdi Aden, ce projet témoigne de l'engagement que nous avons voulu soutenir le développement de localités de la sous-région de la préfecture d'Ali Sabié, notamment Holhol, permettra de englaver, de créer un dynamisme économique et nous permettront également, dans le cadre de ce projet, et d'une assistance pour pouvoir créer de l'emploi à travers cette connexion. La deuxième activité que nous sommes en train de réaliser et d'appuyer également les villages, c'est de répondre à la question de l'accès à l'eau. Et dans le cadre de ce projet, nous allons également financer la connexion électrique de 2 forages qui vont pouvoir alimenter Holhol en eau de manière permanente. Et cela permettra également de renforcer les sources d'eau améliorées et l'accès à l'eau potable. Donc nous souhaitons vivement lancer les travaux aujourd'hui. Donc nous remercions bien entendu la sous-préfecture de Holhol, nous remercions bien entendu le conseil régional d'Ali Sabié et nous remercions également le préfet de la ville d'Ali Sabié. En nouvelle régionale à présent, la 11e édition du Forum de Tana se tiendra du 24 au 26 octobre à Bahir Dar, à Addis Abeba, mettant en lumière les dynamiques sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, ont annoncé les organisateurs. Cette session intervient à un moment charnière pour l'Éthiopie, la région et le continent africain dans son ensemble. Le forum débutera à Bahir Dar avant de se poursuivre au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba. La première journée à Bahir Dar comprendra 3 volets. Selon les organisateurs, le forum analysera également les tendances sécuritaires persistantes dans la Corne de l'Afrique et proposera des stratégies pour gérer les transitions dans un environnement international de plus en plus imprévisible. Le thème central de cette édition est l'Afrique dans un ordre mondial en évolution. Confrontée à un ralentissement économique mondial et à l'enchaînement de chocs successifs, l'Afrique se trouve aujourd'hui face à une pression financière sans précédent qui menace sa trajectoire de développement. Lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington, les ministres africains des Finances ont lancé un appel collectif à la communauté internationale en faveur d'un moratoire temporaire sur le service de la dette et de mécanismes de financement plus souples et moins coûteux, permettant aux États du continent de préserver leur stabilité budgétaire sans compromettre les secteurs sociaux essentiels. Ces appels reflètent la volonté des pays africains de maintenir la dynamique de croissance et de renforcer l'intégration économique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, malgré un environnement mondial marqué par des incertitudes persistantes et des défis majeurs en matière de financement et de développement durable et d'équité économique. Et enfin, le mouvement de résistance palestinien Hamas a remis aujourd'hui 2 corps à Israël par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre de sa mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza depuis le début du mois d'octobre. Avec cette restitution, le nombre total de corps remis par le mouvement de résistance palestinien Hamas depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu s'élève désormais à 13. Plusieurs autres dépouilles d'Israéliens seraient encore retenues dans la bande de Gaza. Et sur le plan humanitaire, la situation reste critique à Gaza. Les convois d'aide demeurent limités et la population continue de souffrir d'un manque sévère de nourriture, d'eau et de médicaments malgré le cessez-le-feu. Plusieurs observateurs redoutent ainsi une fragilisation du calme actuel si les engagements des 2 parties ne sont pas pleinement respectés. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.